Bonjour à tous, je m'appelle Jérémy Vallée, je suis agronome et professionnel de recherche à l'IRDA en gestion de l'eau en production végétale. Aujourd'hui, nous poursuivons les présentations scientifiques dans le cadre de la deuxième édition de la Semaine québécoise des bonnes pratiques de gestion de l'eau en agriculture. Nous avons la chance d'accueillir Étienne Foulon, associé de recherche en hydrologie de l'Institut national de la recherche scientifique, afin de parler d'un projet de recherche pour évaluer le fonctionnement des systèmes de drainage. Dans le contexte agricole québécois, le maintien d'un drainage efficace est crucial pour assurer une production optimale et prévenir les pertes économiques associées à l'excès d'eau dans les champs. Le projet présenté ici s'inscrit dans le bassin versant du ruisseau Castor en Montérégie, où une problématique de submersion récurrente à la sortie d'un collecteur principal a été signalée. Cette situation, perçue comme une entrave au bon fonctionnement du drainage souterrain, a motivé une demande de recreusage du cours d'eau par un producteur. Avant d'intervenir physiquement sur le milieu, une évaluation du fonctionnement réel du système de drainage a été jugée nécessaire. Ce projet de l'INRS intitulé « Suivi in situ simple pour évaluer le fonctionnement d'un système de drainage souterrain à la suite d'une demande de recreusage » a été réalisé par Étienne Foulon, Cédric Guédessou, André Pion et Alain Rousseau. Étienne, à toi la parole pour la présentation. Merci Jérémy, je vais partager tout de suite mon écran pour que vous voyez ma présentation. Donc le titre Redrainer, recreuser, est-ce la solution comme Jérémy l'a expliqué. Je veux pointer le fait que le dernier auteur, André Pion, c'est assez rare dans un projet de recherche, c'est l'agriculteur qui a la problématique et qui coopère et qui collabore avec nous sur ce projet et sur le projet Castor en général. Et je vais entamer directement la vif du sujet. La problématique, elle est simple, mais pas si simple que ça, comme vous allez le voir. De base, quand un agriculteur demande un recreusage d'un cours d'eau, il part souvent du principe qu'il y a un dysfonctionnement de son système de drainage. C'est d'ailleurs souvent, c'est la cause principale des demandes de redrainage, des demandes de recreusage, excusez-moi. Mais c'est aussi une source de problèmes potentiels supplémentaires. Les sources de problèmes potentiels qui peuvent expliquer le besoin en recreusage sont les problématiques de compaction du sol souvent au-dessus du drain qui fait que le drain n'est plus efficace, une infiltration des systèmes racinaires dans les drains qui fait que le drain est cassé, une obstruction des sorties de drain par des sédiments qui proviennent d'une érosion excessive des champs ou de la dégradation du cours d'eau, ou même un refoulement causé par un obstacle hydraulique le long du cours d'eau récepteur. Cette dernière source de problème potentiel est moins courante, mais elle est ajoutée ici parce que justement c'est celle avec laquelle c'est celle de laquelle on va discuter. Avant d'entrer dans le détail de la présentation, je fais un petit rappel en diagonale. L'avantage de la présentation, c'est que vous allez pouvoir consulter si ça vous intéresse le détail des différentes diapositives et revenir dessus. Mais je fais un rappel de l'écoulement en milieu poreux et des normes de drainage au Québec et à l'international, sur également les processus d'érosion, de sédimentation et transport au champ et dans les cours d'eau. Ensuite viendra le cas d'étude, la présentation du bassin versant et du champ en particulier qui a été ciblé, les conditions d'observation de l'écoulement hydraulique en aval de la sortie du collecteur qui sont très importantes dans notre cas, le diagnostic de l'érosion et de la sédimentation au champ, et enfin la résolution des questions de recherche. Pour répondre aux questions de recherche, on a mis en place un réseau de piézomètres sur le champ. Ce réseau de piézomètres représente des équipements à faible coût qui permettent de répondre à une question de répondre à la question de savoir est-ce qu'il faut redrainer, est-ce qu'il faut recreuser le cours d'eau, qui représente des dépenses conséquentes. On va pouvoir vous montrer également une illustration animée du comportement hydraulique du champ et de l'évolution de la profondeur racinaire libre, donc la survie des différentes cultures en fonction de leur submersion. L'analyse des données de relevé piézométrique va permettre de nous prononcer sur la qualité du drainage souterrain, sur l'impact de la submersion sur la sortie du collecteur et enfin sur les conditions pour que la connexion hydraulique soit adéquate entre le cours d'eau et le champ et permette de limiter les problématiques de recreusage. Un écoulement en milieu poreux, c'est quoi? Dans un champ, quand on parle de sol, souvent on pense que le sol c'est un élément qui est compact. Mais en fait, le sol c'est composé beaucoup de vide. Donc comme on voit sur le schéma central,
une particule solide de sol, donc l'élément qui est en grisé sur le schéma, est en fait composé d'autres constitutions en plein centre qui entrent dans la composition chimique de la roche-mère, en noir, donc c'est de l'eau qui ne peut pas disparaître, qui est inclus, encapsulé dans les particules de sol, de l'eau pelliculaire, qui est de l'eau hygroscopique, c'est-à-dire fortement adsorbée, c'est-à-dire attachée aux particules de sol, et enfin de l'eau de rétention capillaire contenue dans la microporosité du sol, qui, elle, est ciblée par les racines des plantes. C'est cette eau-là que la plante va prélever. L'eau en vert et l'eau en noir n'est pas accessible par la plante. Au Québec, à l'international, pour évaluer l'efficacité d'un réseau de drainage, la mesure alternative hybride qui est utilisée, c'est la profondeur racinaire libre. Ici, on la note PR-RAC pour profondeur racinaire, et elle représente la distance entre le sol du champ et la nappe phréatique rabattue grâce au drain. Donc on voit ici, c'est la surface en gris et non pas la surface en rouge. Au Québec, pour assurer la survie de la majorité des cultures, les normes des systèmes de drainage imposent, demandent, conseillent que la profondeur racinaire libre, le rabattement de cette profondeur racinaire libre, excusez-moi, en 24 heures, soit de 30 à 50 cm. C'est-à-dire que si on a une très grosse pluie avec une montée de la nappe phréatique au niveau du sol, en 24 heures, elle doit redescendre de 30 à 50 cm. En France, 20 à 45, en Allemagne, 60, en Irlande, jusqu'à 60, et aux Pays-Bas, selon les sols, 30, 50, 70. Ça nous permet d'avoir un ordre de grandeur de ce qu'on essaye d'avoir sur le champ en mettant en place un drainage. Tout à l'heure, j'expliquais que une des causes de complications qui explique souvent la nécessité d'un redrainage ou la demande de recreusage, c'est le fait que le sol puisse être compacté. Donc, à une trentaine de centimètres, entre 20 et 30 centimètres, il est très courant qu'à cause du poids de la machinerie, on voit une couche indurée, une couche compactée du sol, qui fait que l'eau va avoir beaucoup plus de mal à s'écouler en surface qu'elle ne va s'écouler en profondeur. On voit ici même la source qui dit que 58%, l'écoulement est 58% plus rapide sous la couche compacte qu'en surface. Donc ce qui explique une stagnation de l'eau à la superficie, à la surface du champ. Pour faire le diagnostic de l'érosion, c'est-à-dire la capacité du champ à fournir du sol à la rivière, plusieurs modèles ont été utilisés. Le premier, le modèle GERO-M, qui utilise l'équation universelle de la perte des sols et qui dit tout simplement que l'érosion potentielle au champ est une fonction du ruissellement et de l'érosivité de la pluie. L'érosivité, c'est son énergie. L'érodabilité du sol, donc la facilité avec laquelle il s'érode, la longueur de la pente, le type de culture et la pratique culturale. On peut aussi également utiliser l'équation modifiée d'Yaline, qui est la force de cisaillement de l'écoulement et sa capacité de transport, qui dit que la capacité de transport d'une lame d'eau est tout simplement une fonction d'un coefficient de transport, de la pente et de la hauteur d'eau. On voit ici une petite différence dans les deux utilisations de modèles. Ce qu'il faut retenir, tout simplement, c'est que si la charge en sédiments est inférieure à la capacité de transport du ruissellement, alors les sédiments sont transportés vers le tronçon aval. Par contre, si la charge en sédiments est supérieure à la capacité de transport au ruissellement, la charge en sédiments est donc excédentaire et est déposée sur la parcelle. Le reste des sédiments est transporté vers le tronçon correspondant. Donc, idéalement, ce qu'on voudrait, c'est le deuxième cas pour avoir un dépôt de sédiments sur la parcelle et non pas une érosion de la parcelle. On a également le modèle Roto qui utilise l'équation de Bagnold et une équation de Manning pour déterminer la hauteur d'eau et qui elle va utiliser la puissance de l'écoulement. Je vous laisse lire le détail. Le principe général est le même que pour les deux modèles précédents. On rentre maintenant dans le cas d'étude du bassin versant Castor, donc qui est situé en Montérégie. Pour ceux qui ne savent pas vraiment où c'est au sud-ouest, sud-est de Montréal, dans la MRC Brome-Missisquoi. On voit sur l'image de gauche le bassin versant qui est délimité en noir au nord de la baie Missisquoi. À droite, une image du bassin versant, image de bassin versant typique, 95% agricole, pratiquement que des parcelles agricoles sur le bassin versant.
Le bassin versant est relativement petit, avec une superficie de 12 km² seulement, mais un ruisseau quand même de 8 km pour le réseau principal et qui arrive à presque 50 km si on prend les réseaux hydrographiques secondaires et tertiaires. Le bassin versant se jette dans la rivière Brochet, qui lui-même se jette dans la baie Missisquoi, qui a beaucoup de problèmes de qualité de l'eau, notamment liés aux effloraisons algales, donc aux quantités de phosphore et d'azote qui sont transportées, et c'est la raison principale de l'existence du projet Castor initialement. Une image de présentation de ce à quoi ressemble le ruisseau Castor sur son réseau secondaire. On voit que c'est des rivières assez petites, d'une 4-5 mètres de large, 1 à 2 mètres de profond, des fois plus dans les zones incisées, où clairement ça ressemble pas vraiment à une topographie, à une rivière, d'un lit de rivière naturelle, où on a des berges qui sont beaucoup trop incisées par rapport à une berge naturelle. En contrepartie, on a encore quelques zones du bassin versant où on a des rivières plus naturelles avec des arbres autour, mais qui posent énormément de problèmes à l'agriculture, dans le sens où c'est plus difficile d'accès, ça pose problème avec les drains puisque ça vient les boucher, et ça pose des problèmes d'accès également aux champs pour la machinerie agricole qui nécessite beaucoup de place. Sur ce bassin versant, on a au total 24 entreprises agricoles, des cultures qui sont principalement en maïs grain, mais qui commencent à évoluer vers le maïs grain céréales d'automne, des fois un peu de pâturage dans la rotation pour certains des agriculteurs. Le champ qui nous intéresse dans ce bassin versant, c'est le champ qu'on a appelé le champ 15, qu'on voit en noir dans la délimitation du bassin versant sur la gauche. Euh, c'est un champ de 5 hectares, situé à l'est du bassin versant, avec une pente moyenne de 4%, des altitudes qui oscillent entre 62 et 53 mètres, donc une pente relativement importante entre deux parties du champ, la partie amont et la partie aval, et un écoulement qui a lieu du nord-sud vers l'est-ouest. Le champ, en détail, le voilà. En bleu, vous voyez la délimitation du champ, avec au sud une forêt, et en bas à gauche sur l'image, le point qui est noté S1, le point de la zone de collecte, de la sortie du collecteur, auquel sont connectés tous les drains et tous les collecteurs du champ. La partie en blanc, à l'intérieur de la zone en bleu, est la partie qu'on va étudier plus précisément, qui est la partie aval du champ, sur laquelle la pente est beaucoup plus faible que sur la partie qui n'est pas en blanc. Donc la partie qui n'est pas en blanc ne présente pas de problème de submersion, si on a des pentes qui sont aux alentours de 3%, et on n'a pas de souci de stagnation d'eau. D'ailleurs, le système de drainage pourrait quasiment ne pas exister. Le drainage se ferait naturellement. Par contre, dans la partie aval, d'ailleurs, on le voit sur l'image, on a une zone avec une zone de baissière avec une couleur grise qui présente le fait que sur l'image satellitaire, on voit qu'il n'y a pas de végétation qui a poussé dans la zone centrale alors que tout le reste du champ est vert. Première étape, comme l'agriculteur, on va constater la problématique. La problématique constatée par l'agriculteur, c'est que la sortie du collecteur, qui permet d'évacuer les eaux souterraines de la partie nord des champs de la branche 5, est régulièrement submergée par les eaux. Elle est tellement submergée que même en été, même en étiage, elle est sous l'eau, voire même dans la vase. Donc on s'est posé la question de savoir si elle est dans la vase, est-ce que le système de drainage peut fonctionner? L'origine potentielle du problème, une érosion excessive des champs situés en amont, la présence aval d'un ponceau avec calage inapproprié, donc ça c'est juste du jargon qu'on aurait pu enlever. En termes plus simples, à l'aval du champ, à l'aval de la rivière, on a un ponceau qui permet le passage entre deux champs, euh, en dessous duquel, donc un pont, en dessous duquel on a un tuyau qui permet le passage de l'eau, donc un ponceau, et le radier, donc la base du ponceau, est surélevé par rapport au fond de la rivière, d'une vingtaine de centimètres à peu près, et d'après nos visites terrain, ça pourrait être l'explication de la sédimentation, tout simplement parce que ça crée un obstacle à l'écoulement. Et donc un obstacle à l'écoulement veut dire une montée du niveau d'eau. Une montée du niveau d'eau veut dire une diminution de la vitesse, une diminution de la capacité de transport en sédiment, et donc une sédimentation. Notre hypothèse initiale est donc que la présence aval d'un ponceau avec ce radier surélevé
est une des causes de la sédimentation et de l'éventuel non-fonctionnement efficace du système de drainage. Ce mauvais fonctionnement du système de drainage peut être dû à plein de raisons, mais s'il est lié à la question du ponceau, il est lié à une question de mauvaise connexion hydraulique entre le champ et le cours d'eau, c'est-à-dire une pente entre la nappe phréatique du champ et du cours d'eau qui serait insuffisante pour assurer l'évacuation de toute la quantité d'eau se situant dans le champ. Ici, c'est pour vous donner une idée du schéma qu'on va utiliser plus tard, qui représente la section de la rivière au milieu, avec le drainage, le système de drainage en orange qui vient se jeter dans la berge de la rivière et passer à travers la berge de la rivière, avec en gris la zone de sédimentation. En bleu, la ligne bleue représente le niveau d'eau. On a bien un système de drainage qui est sous la ligne d'eau et qui passe à travers une couche de sédiments. Le modèle d'érosion a été mis en place pour l'année 2021. Pour les cultures de l'année 2021, sur des chroniques météorologiques mesurées de 2002 à 2011, malheureusement qui ne sont pas de la même année que l'année de culture, mais c'est pas bien gênant dans le sens où l'avantage de prendre une période de 10 ans permet de représenter une climatologie et non pas une météorologie, et permet d'avoir le comportement moyen du champ dans des conditions qui sont réalistes et historiques. Ce que ça montre, c'est que sur ce champ, le taux d'érosion moyen est d'environ 1,3 tonnes par hectare et par année, ce qui représente en soi une érosion moyenne qui est très faible. Très faible en normes québécoises, en normes en Montérégie. On considère que l'érosion est très faible à partir du moment où elle est inférieure à 6 tonnes par hectare par an. Donc on voit bien que 1,3 tonnes par hectare, c'est vraiment très faible. Un deuxième modèle qui permet de simuler la mise en place de bandes riveraines sur le bassin versant, lui nous donne une estimation de l'érosion de 0,87 tonnes par hectare. Donc les modèles différents utilisés sont relativement d'accord et nous informent que la majorité des sédiments qui proviennent des terres cultivées, nous informe que la majorité des sédiments proviennent des terres cultivées et qu'une très faible proportion, 8%, proviendrait de l'érosion du lit des tronçons. Donc, on vient de cibler la problématique qui, on s'en doutait un peu, mais on confirme que la provenance des sédiments est principalement le champ et donc les pratiques culturales ou un mélange de pratiques culturales avec un champ particulièrement érodable. Ici, c'est une simple carte de la présentation des résultats d'érosion sur tout le bassin versant, mais qui nous intéresse un peu moins dans notre cas, puisque ce qui nous intéresse, c'est le champ qui est à droite, où on voit à droite que l'accumulation de sédiments en tonnes par an pour ce champ en particulier, de 3,6 tonnes à l'hectare jusqu'à 7,3 tonnes à l'hectare sur les 10 années de modélisation. Et donc on voit que c'est quand même bien au-dessus de la moyenne du bassin versant qui est à 1,3, ce qui viendrait confirmer que relativement au bassin versant, on a une potentielle problématique d'érosion excessive du champ. Ici, le schéma vient expliciter à quel point le fait que le ponceau à l'aval soit surélevé peut impacter l'écoulement de l'eau. Donc on voit que si la ligne d'eau n'atteint que, entre guillemets, la base de l'élévation du ponceau, on a une retenue d'eau, tant que le niveau d'eau passe pas au-dessus de cette retenue, et donc ne permet pas l'écoulement naturel de l'eau vers l'aval, qui lui a une élévation beaucoup plus basse. Pour faire le diagnostic général, en plus de l'évaluation de l'érosion et de la mise en place du réseau piézométrique pour surveiller le comportement de la nappe et la profondeur racinaire, on a aussi fait un relevé bathymétrique du fond du cours d'eau. Un relevé bathymétrique, ça sert à quoi? Ça sert tout simplement à pouvoir modéliser le comportement hydraulique, c'est-à-dire la vitesse, la hauteur d'eau, l'érosion des sédiments, grâce à un modèle type ECRAS une dimension ou deux dimensions, qui va nous permettre d'aller finement voir qu'est-ce qui va impacter la vitesse et les capacités d'érosion du cours d'eau, en fonction de la quantité d'eau qui arrive en amont et de la quantité d'eau qui arrive par le drain. Cet élément, il a été rendu nécessaire par les résultats de profondeur racinaire que je vais vous expliquer après,
et va donner une suite à une phase supplémentaire du projet, puisqu'il va permettre, sans supprimer réellement le ponceau, d'enlever le ponceau dans la modélisation et voir ce que ça change en termes de sédimentation et en termes de fonctionnement du système de drainage. Donc c'est un moyen d'aller modéliser l'impact de la suppression du ponceau, qui est quand même un élément important du décor du champ, sans aller effectivement faire les travaux pour vérifier l'hypothèse que c'est le ponceau qui est en partie responsable du problème. Les questions de recherche auxquelles on essaye de répondre sont donc triples. Le drainage souterrain est-il fonctionnel? Est-il mauvais? Est-il bouché? La submersion de la sortie du collecteur impacte-t-elle le drainage souterrain? Et quelles sont les conditions adéquates à la sortie du collecteur pour assurer une bonne connexion hydraulique entre le cours d'eau et le champ? Le réseau de piézomètres utilisé est présenté sur le champ ci-contre. Donc on a un réseau total de 15 piézomètres placés sous forme de tronc sect horizontal, c'est-à-dire dans l'axe ouest-est qui est l'axe principal d'écoulement du champ, de manière à pouvoir voir l'évolution de la nappe phréatique dans le sens d'écoulement. On a également les piézomètres 4, 6, 8 et 9 qui sont placés directement dans le cours d'eau et qui nous permettent d'évaluer donc le niveau d'eau dans le cours d'eau et sa connexion avec la nappe phréatique du champ. Les transects de piézomètre 4, 3, 2 dans un premier temps, 6, 7, 1 dans un deuxième temps, 8, 11, 12 et 9, 13, 14 sont placés entre les drains et permettent d'aller mesurer le cône de rabattement des différents drains en fonction de leur distance, la distance de placement des piézomètres au drain, de manière à évaluer si la nappe phréatique est rabattue suffisamment vite et si le drain a un impact sur une longueur, une distance assez longue. C'est-à-dire que à l'endroit du drain, on s'attend à ce que la nappe phréatique soit rabattue de manière efficace, mais peut-être qu'à 50 cm ou à 1 mètre, cette efficacité diminue. Et c'est ce qu'on voulait vérifier. Un piézomètre, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est simplement un tuyau dans lequel il y a des trous, avec un appareil de mesure représenté en noir ici, qui va être capable de mesurer la hauteur d'eau qui se trouve dans le piézomètre. La profondeur racinaire va être simplement la différence entre l'élévation du champ et la hauteur d'eau. Un piézomètre, ça ressemble à ça en vrai, et ça coûte environ 120 $ par piézomètre. Pourquoi vous me demandez, vous vous demandez certainement pourquoi je mets les prix. Ici, à partir de maintenant, je vais documenter le prix que ça coûte parce que je veux montrer qu'au total, l'instrumentation est relativement simple, est relativement peu coûteuse et permet d'avoir des informations assez majeures sur la possibilité, ou sur la nécessité ou non d'aller redrainer un champ ou d'aller recreuser le cours d'eau. L'instrumentation, donc le level logger, l'élément qui permet de mesurer les hauteurs d'eau, ça coûte environ 610 $ par unité, mais ça a une durée de vie de environ 15 ans. Donc quand on parle de l'étude actuelle, on parle de 3 ans d'étude qui pourrait être réduit certainement à 1 an et demi à 2 ans. Donc le 610 $ par unité ne devrait pas être considéré dans son intégralité pour le coût du projet. Ensuite, on a bien sûr le coût d'instrumentation, c'est-à-dire le coût de faire les trous, de mettre du gravier autour du piézomètre et du sable pour permettre l'écoulement naturel de l'eau, et le fait de boucher la surface avec ce qu'on appelle la bentonite, qui est en fait de l'argile, qui va éviter que l'eau de surface ne pénètre dans le piézomètre, et que le piézomètre ne mesure que ce qui se passe dans le sol et non pas l'interaction avec la surface. Le prix de l'opérationnabilité du fait de faire les trous dans le champ, qui nécessite une tarière mécanique puisque le champ est un champ en sol lourd avec plein de roches et l'utilisation de tarière manuelle est absolument impossible dans ce champ. On y a passé 3 jours avec des étudiants et ça n'a jamais voulu fonctionner, donc on s'est rabattu sur la méthode mécanique. Donc au total, l'instrumentation représente environ 875-900 $ par piézomètre, multiplié ici par un réseau de 14 piézomètres, ce qui fait un total de 12 860 $ pour l'étude, sans compter bien sûr l'analyse des données, mais l'analyse des données, ça se compte en une semaine de temps de travail à peu près. Les données que je vais vous présenter représentent pour l'instant 3 campagnes de mesure. La campagne 1 a eu lieu entre le 19 décembre 2021 et le 22 mars 2022, donc qui permet de voir ce qui se passe en hiver. On pourrait penser que c'est pas si intéressant de prime abord parce que le sol est gelé, parce que la rivière est gelée. Vous allez voir qu'il y a quand même des informations intéressantes à en retirer. La campagne 2, du 27 mars au
11 juillet 2022, la campagne 3, du 12 juillet 2022 au 3 août 2023, et actuellement on est arrivé à la campagne 5, mais toutes les données n'ont pas été mises en valeur dans le travail qui est présenté ici dans la présentation, et sert en phase 2 du projet et pourra être présenté éventuellement dans un autre podcast ou une autre présentation si ça intéresse l'auditoire. Ici, c'est le canevas de présentation des résultats global. Je ne vais pas aller trop vite parce qu'il y a beaucoup d'informations. On va commencer par en haut, on voit la date, le 22 décembre 2021, en bleu sur fond bleu, qui veut dire qu'on est en saison hivernale. Le premier graphique en haut à gauche, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais je vais essayer de faire bouger ma souris sur la présentation. On voit l'évolution des températures. L'évolution des températures sur la date sur laquelle, qui nous concerne, le jour d'avant et le jour d'après. On voit également l'évolution des températures moyennes en bleu, des températures maximum en rouge et des températures minimum en vert. Il s'agit bien sûr des températures de l'air et non pas des températures du sol. À droite, on voit la précipitation. Donc la précipitation sous forme de pluie, donc on va dire la pluviométrie, du jour qui nous intéresse, donc le 22 décembre, mais également des 2 jours précédents. Pourquoi pas le jour d'après? Tout simplement parce que le jour d'après n'a pas d'impact sur l'état du champ au moment où on va le montrer. Et enfin, un schéma fonctionnel de l'écoulement des piézomètres vers le cours d'eau sur le transect 542. Donc on pourrait faire le même schéma sur les 3 autres transects du champ. Ici, celui qu'on a choisi, c'est celui qui est le plus proche du collecteur pour avoir les informations les plus directes sur l'impact de la submersion du collecteur. Donc on voit ici l'évolution de la ligne d'eau dans le champ, de l'amont vers l'aval du champ, avec la descente de la ligne d'eau grâce à l'évacuation de l'eau par le collecteur dans la rivière. En vert, on représente la zone racinaire libre qui, en amont du champ, est d'environ 39 cm dans le cas actuel, présenté au 22 décembre, et 68,1 cm en aval du champ. Donc 39 cm, si on se rappelle les normes québécoises, on nécessite normalement entre 30 et 40 cm de profondeur racinaire libre pour permettre la culture et la résistance à la submersion, donc entre 30 et 50, donc on est pile au milieu. On pourrait considérer que c'est suffisant, mais ça peut aussi ne pas être suffisant dans le sens où si la submersion dure plus de 24 heures, beaucoup des cultures vont simplement être mortes au bout de 24 heures. Si on prend la pomme de terre par exemple qui est très sensible à la présence d'eau, 24 heures on est certain que plus rien ne va pousser, donc les 39 cm ne seraient pas suffisants si on considère l'aspect temporel. À droite, la dernière carte représente le champ, donc la zone en blanc que je vous ai montré sur les schémas précédents. Tout ce qui est en bleu, ça montre une profondeur racinaire libre supérieure à 40 cm. Tout ce qui est en rouge va être une profondeur racinaire libre inférieure à 40 cm et donc les zones problématiques. Ce canevas, gardez-le en tête, il va évoluer au fur et à mesure des dates et je vais vous expliquer ce qu'on peut y voir. Ici, je vous rappelle, le transect, c'est celui qui est à l'aval du champ. À partir de maintenant, vous voyez l'évolution en fonction de la date et l'apparition en rouge des zones problématiques dans le champ où la profondeur racinaire libre est inférieure à 40 cm. Donc on voit qu'en hiver, on a des zones inférieures à 40 cm. Pourquoi on a étudié l'hiver? Parce qu'on veut voir si le réseau de drainage est bouché à cause du gel, s'il fonctionne en partie, s'il fonctionne jamais, s'il fonctionne au début de l'hiver, à la fin de l'hiver. Et pourquoi? Parce qu'avec les changements climatiques, les dates actuelles du 1er décembre au début mars, qui sont des périodes qui normalement ne présentent pas de récolte, ne présentent pas de culture en champ, deviennent problématiques pour les agriculteurs. Par exemple, cette année est une année particulière avec un printemps qui a été particulièrement humide, avec des conditions d'accès aux champs qui n'ont permis les semis, notamment de maïs, qu'à partir de début juin, et qui font que les récoltes vont très probablement s'étirer jusqu'au 1er, voire même jusqu'au 15 décembre sur le bassin versant. Donc il devient intéressant de voir ce qui se passe même entre le 1er et le 15 décembre, alors que c'est pas une saison traditionnelle, disons, pour avoir des cultures en champ. Donc on voit globalement que, aussi bien en début qu'en fin de saison, on a des zones à profondeur racinaire libre inférieure à 40 cm en période hivernale.
Maintenant, je vais vous montrer la deuxième campagne de données entre le 27 mars et le 11 juillet 2022 de la même façon. Cette fois, c'est sur fond vert pour la donnée printanière, où on voit en fonction de l'évolution de la pluviométrie, l'évolution des zones à profondeur racinaire libre problématiques, principalement concentrées tout au nord du champ, tout au sud du champ, et qui correspond aux problématiques de vue et dont a témoigné l'agriculteur. De temps en temps, on voit même une problématique de profondeur racinaire sur l'intégralité du champ. Donc ici, les mesures semblent correspondre avec ce qui est observé sur le champ, c'est-à-dire que on a une problématique de profondeur racinaire libre non suffisante dans le temps sur l'intégralité du champ et sur deux zones en particulier, à l'amont et à l'aval. Les périodes pour lesquelles on a eu des stagnations de l'eau dans le champ sont pour les différentes parties du champ, entre le 18 et le 25 février à l'aval, entre le 7 et le 22 mars 2022. 18 au 25 février, c'est pas particulièrement problématique puisqu'il n'y a vraiment pas de culture. 7 au 22 mars, c'est pas problématique actuellement, ça pourrait le devenir dans le futur. Dans la zone centrale, date entre le 19 décembre et le 15 janvier qui pourrait poser problème dans le futur. Et dans la partie amont, euh, même genre de date. La question, le drainage d'eau souterrain au champ est-il mauvais? Pour y répondre, on a fait quelques statistiques toutes simples. Sur la période du 19 décembre au 22 mars, la profondeur racinaire libre était inférieure à 40 cm dans 18,5% des cas. Vous allez me dire 18,5% des cas, c'est pas tant que ça. Oui, c'est pas tant que ça, mais l'aspect temporel fait que quand on a une submersion supérieure à 24 heures, ça pose un vrai problème de résistance à la submersion. Dans la campagne numéro 2, du 27 mars au 11 juillet, le pourcentage est un peu moins élevé, 13,6% des cas, mais on a toujours un problème de temporalité dans les données. À partir des données actuelles, on peut conclure que le drainage souterrain dans le champ est relativement bon, c'est-à-dire qu'en moyenne, on est dans la norme du 40 cm, mais on a quelques périodes qui peuvent poser problème en termes de survie. On peut retenir que le réseau de piézomètres, c'est une méthode qui a été très efficace pour analyser le fonctionnement du drainage sur le champ et permet de localiser les différentes zones problématiques. Est-ce que la submersion de la sortie du collecteur impacte le drainage souterrain? La réponse, globalement, c'est oui. Ici, on montre non plus les hauteurs d'eau, mais les charges piézométriques, c'est-à-dire le sens d'écoulement de l'eau. Et on voit au piézomètre 2, qui est donc le piézomètre qu'on voit ici enregistré en rouge, que l'eau coule toujours du piézomètre 2 vers le piézomètre 5, donc de l'amont du champ vers l'aval du champ, et que la charge est toujours, ou la différence de charge est toujours suffisante pour que l'écoulement se fasse dans le sens qu'on souhaite. Par contre, il arrive que la différence de charge soit très faible, donc que l'écoulement se fasse à une vitesse faible. Par exemple, on voit ici un cas où la différence de charge est uniquement de 30 cm, alors que la différence d'élévation des points est quasiment la même. Donc on a une pente hydraulique qui suit la pente du sol, et donc un écoulement qui est euh, trop faible pour assurer une efficacité optimum du système de drainage. Ici, on fait un zoom sur la partie hivernale, mais je vais passer parce que j'ai déjà beaucoup expliqué et passé le temps de la présentation. Vous pourrez revenir sur cette diapositive si ça vous intéresse et éventuellement me poser des questions. Ici, je montre exactement la même chose, le même principe sur les différents piézomètres entre la connectivité hydraulique entre le champ et les piézomètres qui sont en rivière. La conclusion de cette analyse, c'est que la submersion de la sortie du collecteur correspond globalement à une charge hydraulique qui n'engendre un écoulement à charge que sur le piézomètre 11. Donc le piézomètre 11 fait que l'eau prend toute la place du drain et entraîne une mise en pression du système de drainage, ce qui n'est pas souhaité. Dans les autres cas, l'écoulement va des piézomètres à l'intérieur du champ vers les piézomètres à l'extérieur du champ. Toutefois, à certains moments, sur certains piézomètres, la charge hydraulique n'est pas assez élevée pour assurer un drainage optimum du champ. Enfin, la dernière question, quelles seraient les conditions adéquates au droit de la sortie du champ du collecteur pour assurer une bonne condition hydraulique dans le champ?
Les hauteurs d'eau dans le cours d'eau varient globalement entre 0 et 30,9 cm pour la première campagne, entre 13,5 et 27 dans la deuxième campagne. Et on voit, comparé en comparaison à l'élévation de la sortie du collecteur, que le niveau d'eau devrait diminuer en moyenne de 18,5 cm pour qu'il soit hors de l'eau et que la pente hydraulique entre le champ et le ruisseau soit maximum pour favoriser l'écoulement. Cependant, on pourrait se contenter d'une diminution de 7 cm qui assurerait environ 88% dans 88% des cas, l'écoulement serait de manière optimum. Et ces 7 cm, pourquoi on parle de 7 cm? Parce que par évaluation du modèle hydraulique, donc de résultats préliminaires du modèle hydraulique, montrerait que si on supprime le ponceau qui est à l'aval du tronçon de rivière, on pourrait gagner ces 7 cm. Donc ici, ça viendrait confirmer l'hypothèse de base que la suppression du ponceau pourrait non pas résoudre la problématique, mais pourrait aider à la résoudre. Donc combiné à de la gestion agricole qui permettrait de limiter l'érosion dans le champ, on aurait une problématique qui serait résolue sans recreuser le cours d'eau et sans redrainer le champ, puisque le drainage est quand même considéré comme suffisamment efficace pour assurer une profondeur racinaire libre de 40 cm dans le champ. Ici, il vous reste quelques diapositives que je vais vous passer juste pour que vous puissiez les voir et que vous ayez les informations, mais il n'y a plus d'informations majeures sur ces diapos. D'ailleurs, j'ai bien fait j'ai bien fait ma mise à jour de diapos. C'était pas mal les dernières intéressantes. Donc, merci beaucoup de votre attention. Cette initiative a été mise en place dans le cadre du projet Castor, dans le cadre du plan d'action 2018-2023 de la stratégie québécoise de l'eau et qui actuellement est prévu pour durer jusque fin 2030. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Mon adresse c'est etienne.foulon@commercial.inrs.ca. Bonne journée. Un gros merci, Étienne, pour la présentation là, vraiment complète. C'est super intéressant. Moi, j'ai une première question. Tu as parlé là, de l'instrumentation de votre dispositif là, qui consiste en 14 piézomètres. C'est quand même beaucoup d'instrumentation pour un champ d'environ 5 hectares, de ce que j'ai compris. Tu pourrais-tu nous donner une idée? D'abord, instrumenter un champ de 5 hectares, dans quel contexte on va faire ça? Le nombre de 14 aussi, est-ce qu'on pourrait simplifier le dispositif, faire une évaluation aussi pertinente et être capable d'avoir des conclusions qui sont bonnes avec un nombre peut-être un peu plus restreint? Puis avec qui on fait ça? Est-ce que ça s'adresse plus aux producteurs, conseillers producteurs? Peut-être nous expliquer un petit peu comment on peut évaluer, là, faire un diagnostic là, avec ces instruments-là. Bon, je vais essayer de répondre le plus clairement aux différents éléments. Il y a plusieurs sous-questions. Ici, le contexte était une demande de recreusage. Une demande de recreusage, actuellement, c'est adressé par l'agriculteur à la municipalité régionale de comté. En termes de délai, on est au moins à 5 années de délai actuellement, parce que administrativement c'est compliqué, intervenir dans un cours d'eau c'est de moins en moins faisable, et les MRC sont vraiment plus... Il n'y a plus du tout la signature automatique qu'il y avait il y a quelques années. En plus, les consignes du ministère de l'Environnement sont pas très claires actuellement sur qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui l'est pas, donc ça aide pas la situation. Donc en termes de temps d'étude versus est-ce qu'on va retarder éventuellement le creusage, la réponse est non. En termes de qui peut demander, aujourd'hui, la personne la mieux placée pour demander, c'est l'agriculteur. Pourquoi? Parce que simplement c'est lui qui doit aller taper à la porte de la MRC, donc il est au courant de sa problématique, il est au courant de l'éventuelle problématique de drainage, et si lui ne fait pas la demande du diagnostic, actuellement les conseillers agricoles ont l'automatisme de dire bah, ton drainage il marche pas bien, c'est pas grave, on le refait. Tout simplement parce que dans les données économiques actuelles, on montre que le redrainage, même s'il n'était pas nécessaire, on rentre dans les coûts de l'installation du drainage sur environ 5 ans.
C'est-à-dire, on récupère le coût du drainage, de redrainer sur 5 ans d'augmentation de, De rendement. de rendement. Donc, je dirais, ça s'adresse principalement aux agriculteurs, ça retarde pas les différents dossiers administratifs et ça permet en même temps à l'agriculteur d'avoir plus d'informations sur son champ. En termes de taille de réseau, ici on a un réseau de 14 piézomètres. Clairement, on aurait pu se contenter de la moitié, dans le sens où on aurait pu instrumenter que la partie basse du champ dans laquelle il y avait la problématique documentée de zone baissière. La raison pour laquelle on a fait plus large, c'est simplement que ça s'inscrit dans un projet plus grand et que on va profiter des données pour un étudiant en doctorat qui met en place un modèle de transfert de sédiments aussi bien en surface que par les drains. Et pour ça, on avait besoin de ce qui se passe sur tout le champ. Donc ça va permettre de faire d'autres études qui vont aller plus loin que ce qui a été présenté aujourd'hui. Donc on dit, on n'est plus à 14 piézos, on est à 6-7, donc on divise les coûts par deux, donc on est à 6 000 environ d'instrumentation, ce qui devient vraiment raisonnable pour un redrainage qui est dans l'ordre de grandeur de 150 à 200 000 $. Puis au niveau de l'étendue de la campagne, est-ce qu'on pourrait avoir des campagnes qui sont un petit peu plus réduites? Est-ce qu'on aurait avantage de faire des campagnes plus courtes? On a avantage à faire une campagne plus courte si on veut une réponse plus rapide, ce qui est souvent le cas quand même en agriculture où on n'a pas la même notion de temps qu'en recherche. En recherche, quand on nous dit vous avez 2 ans, on trouve déjà ça un peu rapide. En agriculture, là on a un problème, il faut que ce soit réglé avant la saison de culture prochaine. La réponse est simple, c'est que le minimum de temps qu'il faut pour avoir des résultats qui soient probants et qu'on n'ait pas de doute, c'est 2 saisons de culture. Donc si on implante le réseau de piézomètres début mai, il faut qu'on aille au minimum jusque fin septembre de l'année d'après. Donc on a 1 an et demi de données nécessaires, un seul hiver, 2 périodes de printemps, 1,5, et surtout 2 périodes d'été-automne. Ça permet de se contrôler aussi pour la météo, qui peut être extrêmement variable d'une année à l'autre, et s'assurer que nos résultats ne sont pas juste dus à une année exceptionnelle, soit très, très pluvieuse, soit au contraire très sèche. Puis peut-être une dernière question pour conclure, du point de vue économique, pour convaincre les gens à investir dans des réseaux de piézomètres, à acquérir ce matériel-là. Comment tu pourrais nous dire là, la rentabilité de faire du diagnostic versus de dire on va justement tout simplement doubler les drains ou recreuser? Dans quel ordre de grandeur là, on peut rentabiliser un peu un système de surveillance comme ça pour diagnostiquer nos champs? Ici, les chiffres préliminaires basés uniquement sur notre étude, sur ce champ-là et sur un autre champ qui commence actuellement, c'est que si un champ sur 10 n'est pas redrainé, on est à égalité des coûts. 2 champs sur 10, on est rentable. Ok. Donc, quand même, une très très forte chance que ce soit rentable de faire l'évaluation du réseau avant de redrainer. Vraiment intéressant. Donc, si on se pose la question au bon moment, le drainage, on peut pas le faire n'importe quand. C'est comme le nivellement, on le fait en fonction des cultures. Ça retarde pas ni ne modifie les rotations de culture de l'agriculteur, donc ça ne perturbe pas trop son plan de travail. Vraiment intéressant. Donc, ça fait le tour de la question. Donc, je remercie tout le monde pour l'écoute. Merci Jérémy. Merci à tous.